Il est 20h, c'est le moment de revenir sur les temps forts de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Une actualité placée sous le signe des droits des femmes. Cette semaine, des dizaines de milliers de femmes sont descendues dans la rue en France pour dénoncer les inégalités tenaces de notre société. Écart salarial, violence sexuelle, les chiffres le montrent et nous y reviendrons, il y a du travail. Un travail auquel s'attelle notre invitée. Bonsoir Sophie Panonac. Je vous en prie, installez-vous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors vous êtes députée La République En Marche de la 8e circonscription de la Gironde. Et depuis votre élection, il y a 4 ans, vous faites partie à l'Assemblée de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Chaque année, le 8 mars, les mêmes sujets reviennent sur la table. Pourquoi est-ce que c'est si dur de faire bouger les lignes ? On fait bouger les lignes et les lignes bougent et on ne peut que s'en féliciter. On ne va pas assez vite, ça ne va pas assez loin, bien évidemment. Mais cette journée du 8 mars, elle est là pour rappeler ce combat qui date de plusieurs décennies, qui finira peut-être un jour. Mais en tout cas, je crois que cette journée, c'est le moment de faire le bilan de ce qui a pu être fait durant l'année, des moments douloureux de ces femmes qui sont toujours assassinées par leur conjoint, leur ex-conjoint, mais aussi de faire un bilan positif des avancées qu'il y a eu pendant cette année législative, des avancées grâce à des associations. Voilà, ça nous permet de faire un bilan, d'en parler et d'en reparler pour ne jamais oublier. Alors je le disais en préambule, les femmes étaient nombreuses à se mobiliser lundi à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Sophie Panonac, regarderons ce premier reportage tourné à Bordeaux. Votre réaction juste après. Dénonciation du viol, des violences conjugales ou encore lutte des femmes, les panneaux affichent toutes les revendications féministes pour cette manifestation ensoleillée réunissant 1 millier de personnes. L'occasion pour certaines de témoigner des difficultés rencontrées au quotidien. Nous, on fait tous les mêmes études et ça va être des qualités qui vont être appréciées chez les garçons, le fait de savoir parler, de savoir se mettre en avant, etc. Et quand ça va être une fille, ça va être vachement critiqué parce que c'est pas censé être notre rôle, c'est pas censé être notre place. Moi, je suis une femme célibataire. 3 enfants, depuis 15 ans. Donc voilà, c'est revendiquer d'être guerrière et qu'on ne nous facilite pas la tâche et que ce monde patriarcal, on en a ras-le-bol. Sur le parcours, le cortège s'arrête ensuite en Chanson, rue de la Rousselle, où une femme a été défenestrée par un homme le mois dernier. Exigeons justice pour vos disparitions, pour rester vivantes ensemble, nous luttons. Abat le féminicide, nous le détruirons. Il faut que les féminicides soient punis et soient dénoncés et qu'il faut arrêter la loi du silence. Donc symboliquement, on rend hommage à une énième victime du patriarcat aujourd'hui. Autre symbole, place Péberlan, où les manifestants s'assoient pour dénoncer l'inégalité salariale à 15h40. À partir de 15h40 tous les jours, les femmes ne sont plus payées. Et quand il s'agit de femmes, y compris qui sont issues de minorités, on peut dire que c'est à partir de 13h qu'elles travaillent pour rien la fin de leur journée. Donc c'est un scandale ahurissant. La manifestation s'achève en rebaptisant le parvis des droits de l'homme en parvis des droits de tous et toutes. Une femme décède tous les 3 jours sous les coups de son compagnon ou de son ex-compagnon. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour inverser la tendance ? C'est un travail collectif. Quand je dis collectif, c'est bien sûr le rôle des associations extrêmement important pour continuer à mettre la pression au monde politique, on va dire. Donc on ne peut que s'en féliciter. Mais le travail, on avance de manière collective, on avance avec les forces de sécurité. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui des formations sont mises en place dans les commissariats et dans les gendarmeries pour mieux accueillir ces femmes. Parce que ce qu'il faut, c'est que, bien évidemment, il faut lutter à la racine de ce problème et souvent travailler avec l'auteur, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de récidive, encadrer l'auteur des violences et essayer de le sortir de son problème psychologique. Il y a l'accueil des victimes aussi. Mais il y a aussi l'accueil des victimes qui est extrêmement important. Donc formations qui se mettent en place, qui sont de plus en plus développées parce que ça ne s'improvise pas accueillir une femme dans un service de sécurité. Donc ces policiers, ces gendarmes ont besoin d'être formés. Il y a des référents également qui les accompagnent. Donc c'est important, quand je dis c'est collectif, c'est aussi à l'hôpital que ça se passe. Les femmes peuvent venir porter plainte à l'hôpital lorsqu'elles sont présentes pour les premiers secours, quand il y a eu vraiment blessure. Donc voilà, tout cet accompagnement des victimes de violences, c'est un travail collectif, forces de sécurité, associations, dans les communes, les CCAS, des psychologues également au niveau de la justice, des personnes qui interviennent. Voilà, ce travail nous permettra tous ensemble d'arriver à ce que la parole se libère de plus en
en plus. Et du fait de cette libération de la parole, ça nous permet de prendre en charge ces victimes et d'aller plus vite. Il y a un autre problème qui a été soulevé lundi à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, c'est l'égalité salariale. En équivalent temps plein, en France, les femmes gagnent près de 17% de moins que les hommes. Ce sont les dernières données de l'INSEE. À travail égal, salaire égal, dit pourtant la loi. Bien sûr. Là encore, on a des progrès à faire. Alors, la ministre Pénicaud avait mis en place l'égalité, l'indice de l'égalité salariale. On se rend compte, donc, de par cet indice, que les inégalités sont effectivement extrêmement courantes dans des entreprises. On ne l'imagine même pas. N'importe quelle entreprise aujourd'hui. Ces entreprises sont aujourd'hui invitées à publier le résultat que donne cet indice. Et au bout de 3 ans, si elles n'ont pas amélioré leur égalité salariale, seront punies, entre guillemets. C'est un peu dommage d'en arriver là. Je pense que la prévention, là aussi, est encore importante. Et puis, il y a cette égalité salariale qui est inacceptable, comme vous le dites. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des métiers qui sont extrêmement féminisés et il y a des métiers où il n'y a pas de femmes. Alors justement, dans certains secteurs professionnels, la place des femmes évolue. C'est le cas de l'armée française, qui est l'une des plus féminisées au monde. Près de 16% des militaires sont des femmes. Rencontre avec 3 d'entre elles à Rochefort, à l'école des sous-officiers de l'armée de l'air. Vous avez vu votre cabine, on a bien le piquet de terre qui est mis sur votre droite. Après plusieurs années passées en unité opérationnelle extérieure, la sergent-chef Marjolaine est de retour à la base aérienne 721. Depuis 2019, elle est instructrice et forme les futurs techniciens au système d'information et de communication aéronautique. J'ai pu constater par rapport à moi, quand je suis passée élève sur cette base, on n'avait pas d'instructrice déjà, j'en avais pas. Et puis dans la partie militaire, purement militaire, il n'y en avait pas du tout. Et maintenant, il y en a de plus en plus et je trouve ça très très bien. À la base de Rochefort, les femmes représentent 1/4 des effectifs. Mais certaines filières techniques ont encore du mal à susciter des vocations féminines. Anna, par exemple, est la seule fille de sa promotion. Au début, ça titille un petit peu, évidemment. Voilà, t'es une fille, va falloir que tu travailles plus, ou alors t'es la chouchoute, mais au final, pas du tout. Une petite fierté quand même de se dire qu'on est là, et peut-être donner l'envie à d'autres jeunes filles aussi de vouloir s'assumer et de venir aussi dans des milieux masculins, que ce soit l'armée ou d'autres. Atteindre ses objectifs. La commandant Laurence a appliqué cela à la lettre. Après des opérations aux 4 coins du monde, en Afghanistan ou au Liban, elle est aujourd'hui à la tête d'un des 3 escadrons de la base. Cette place, elle ne s'imaginait pas l'occuper à ses débuts, il y a 30 ans. De palier en palier, moi j'en suis arrivée là où je suis aujourd'hui, officier supérieur dans l'armée de l'air, alors qu'il y a encore quelques années, j'étais petit caporal. Voilà. Donc j'en suis très fière, parce qu'au-delà de ma réussite, c'est surtout... C'est le témoignage d'une réussite tout à fait possible. C'était déjà vrai en 1990, autant vous dire que ça l'est d'autant plus aujourd'hui. Femmes, mais surtout militaires, chaque jour, elles s'emploient à défendre leurs droits autant que leur nation. Je vous ai vu réagir là, pendant ce reportage. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces métiers qui semblent genrés, a priori ? Ça fait rêver. Moi, ces femmes, je les admire sincèrement par le courage qu'elles ont à dépasser effectivement cette société qui est trop genrée. Je lisais dans la presse cette semaine que la seule femme pilote d'hélicoptère de combat, j'espère que je ne me trompe pas, est à la BA 120 de Cazaux. On est très fiers, je suis très fière de la recevoir, qu'elle soit sur cette circonscription, sur ma circonscription. On a effectivement un problème, mais là je crois qu'on part de loin. C'est de la pédagogie dès la petite enfance. C'est dire effectivement à une jeune fille, une enfant même, que tous les champs des possibles sont ouverts et qu'elle ne doit pas effectivement arriver au lycée, choisir uniquement des filières littéraires, qu'elle doit choisir aussi des filières scientifiques si c'est son goût, et que derrière, elle pourra bien évidemment accéder à tous les métiers qu'elle veut. Faire comprendre aux femmes que tout est possible. Que tout est possible. Mais après, alors, on évolue. Ça progresse, il y a encore un grand chemin à faire, mais après je crois qu'il y a aussi une confiance en nous à prendre. Ça c'est très personnel, très individuel, mais il faut que les femmes aient confiance en elles, que ce soit n'importe quel métier, effectivement, dans l'armée, mais dans la politique aussi. Justement, par exemple. Nous allons y venir, parce que s'il y a bien un domaine où les femmes ont dû batailler pour s'imposer, pour trouver leur place, c'est la politique. Alors avant de poursuivre, je vous propose de découvrir cette pionnière, elle s'appelle Suzanne Lacore.
en 1936, alors qu'elle n'a même pas le droit de vote. Cette institutrice périgourdine est nommée sous-secrétaire d'État par Léon Blum. Son portrait signé par notre équipe de France 3 Périgord. J'aimais ma classe, j'aimais mon métier, j'aimais toutes ces petites filles. Un destin étonnant que celui de Suzanne Lacore. Cette femme de la campagne aura passé toute sa carrière d'institutrice en Dordogne, à Agen notamment, auprès de sa famille. Elle vivait dans cette maison. De 1903 à 1930, elle a marqué plusieurs générations d'élèves dans cette école fermée depuis les années 80. Ah, elle est là-bas, si, on la voit. Il y a peu, avec la réforme de l'adressage, elle a gagné une route à son nom. Elle était très proche des gens, il paraît que dès qu'il y avait un élève qui était en difficulté, elle allait voir les parents pour le signaler, pour dire ce qu'il fallait faire, pour lui rendre service. C'est une éducation bienveillante. Au lieu de crier contre les gamins, au lieu de les châtier, il faut les comprendre, les rassurer, leur faire confiance, les aimer. Même si elle est restée célibataire, Suzanne Lacore aura voué sa vie aux enfants et au socialisme, écrivant de nombreux articles et s'exprimant lors des meetings où elle se fit remarquer par Léon Blum. En 1936, elle devient l'une des 3 premières femmes ministres. Cela ne durera qu'1 an, mais elle ne ménagea pas sa peine. Elle va beaucoup sur le terrain et elle va mettre en place l'hygiène au sein des écoles, au sein des cantines. Et puis surtout, elle va mettre aussi, va s'efforcer de faire comprendre que les bagnes pour enfants sont une hérésie. Ce bref passage au gouvernement reste un fait historique majeur. À l'époque, les femmes ne pouvaient ni voter, ni être élues. À Agen, un petit musée retrace le parcours de cette pionnière qui aura vécu jusqu'à 100 ans et repose, anonyme, dans le caveau familial au cimetière du village. Et d'ailleurs, un reportage est consacré à Suzanne Lacore et aux 2 autres femmes qui ont été nommées sous-secrétaires d'État sous Léon Blum. Léon Blum et ses premières ministres. C'est disponible en replay sur notre site internet France 3 Nouvelle-Aquitaine. Sophie Panonacle, alors parlons un peu de vous. Vous êtes issue de la société civile, vous avez travaillé dans la communication, vous avez tenu un hôtel-restaurant, vous avez aussi géré un syndic de copropriété. Bref, vous avez eu 1000 vies avant d'entrer en politique. Puis un beau jour, donc, vous avez décidé de vous lancer dans la course aux législatives. Qu'est-ce qui vous a motivé ? A priori, rien effectivement pour démarrer une carrière politique, vu tout ce que vous avez cité, et vous avez raison, ce n'était absolument pas prévu. Simplement un jour, un appel aujourd'hui notre président de la République, d'Emmanuel Macron, en disant mais comment se fait-il que dans ce pays, les femmes ne s'investissent pas plus et ne décident pas de candidater, en tout cas d'essayer. Et en entendant cet appel, j'ai dit c'est toujours facile de critiquer dans notre pays cette inégalité homme-femme sans jamais s'engager. Donc c'était ma façon de m'engager et j'ai répondu à cet appel et puis les jours passant de fil en aiguille, je me suis retrouvée effectivement élue députée. Donc le hasard de la vie, je ne le regrette pas et simplement pour envoyer ce message et dire à toutes les femmes qui peuvent nous regarder ce soir que c'est possible. Toutes peuvent effectivement un jour devenir élues maire d'une commune plus ou moins grande, députée. Il n'y a que 16% de femmes parmi les maires en France. Il y a aussi certains domaines en politique où les femmes ont du mal à accéder. Vous me disiez en regardant ce reportage que c'est profondément ancré. C'est culturel, oui. On est sur une société où effectivement les hommes ont pris le pouvoir depuis très longtemps. On peut encore renverser la machine. Il faut du courage bien évidemment féminin, il faut de la confiance en soi. Et permettez-moi par rapport justement à la politique, vraiment je pense qu'on a encore besoin d'évoluer dans la structure même des mandats. C'est-à-dire que je pense que 2 mandats c'est bien, ça devrait suffire. En tout cas moi c'est ma conviction. Et ce qui permettrait sans doute de renouveler, de ne pas s'installer dans une profession, que la politique reste une mission, un travail dans l'intérêt général. Alors 2 mandats de maire 12 ans, de parlementaire 10 ans, mais ce renouvellement permettrait sans doute également aux femmes d'être davantage impliquées. Alors la politique est un monde d'hommes, confient certaines élues. Alors vous nous donnerez votre sentiment là-dessus, Sophie Panonacle, mais avant cela, direction l'ancienne région Poitou-Charentes, berceau de la politique au féminin. Regardez. Elle fut une pionnière à Matignon. Nous sommes en 1991. Édith Cresson devient la première femme Premier ministre.
Victime du machisme ambiant, la Châtelleraudaise, surnommée la Pompadour par ses détracteurs, démissionne après 324 jours seulement, l'un des gouvernements les plus courts de la Ve République. Mais elle demeure à ce jour la première jamais appelée à ce poste. Première aussi à la tête du conseil régional de Poitou-Charentes, Elisabeth Morin-Chartier, propulsée aux responsabilités après la nomination de Jean-Pierre Raffarin à Matignon. La Poitevine va au terme du mandat, mais elle ne parvient pas à empêcher le basculement dès le premier tour de l'Assemblée régionale à gauche dans les mains d'une autre pionnière, Ségolène Royal, députée des Deux-Sèvres, plusieurs fois ministre, présidente de Poitou-Charentes. Elle est la première femme à accéder au second tour de l'élection présidentielle, mais elle est battue par Nicolas Sarkozy. Elle a, en 40 ans, tout connu, des succès les plus brillants aux défaites les plus amères. 2020 marque l'arrivée d'une nouvelle génération de femmes en politique. Léonore Monconduit à la mairie de Poitiers ou encore Florence Jardin à la tête de Grand Poitiers. Dernier bastion, encore à prendre, les conseils départementaux, toujours tenus par des hommes dans nos 4 départements. Comment ça se passe à l'Assemblée, les relations hommes-femmes? Alors, je ne pense pas seulement à l'hémicycle, il y a aussi dans les couloirs de l'Assemblée, à la buvette, par exemple. Comment ça se passe? Ça se passe bien, il n'y a pas de souci particulier. Mais concernant l'Assemblée, on a progressé, puisqu'en 2012, si je ne me trompe pas au niveau des chiffres, on était à peu près à 26% de députés femmes. On est monté en 2017 à 39%. Donc il y a eu une progression et on peut s'en satisfaire, on peut encore faire mieux. Il y a une loi qui dit au départ que les partis politiques sont censés effectivement présenter autant de femmes que d'hommes. Ce n'est pas toujours le cas. Si ce n'est pas le cas, il y a une pénalité, puisqu'ils ne recevront pas en termes de subvention de l'État la subvention qui devrait être au départ, qui devrait leur être attribuée. Mais un petit bémol là aussi. Je trouve que c'est intéressant qu'il y ait autant de députés femmes-hommes candidats. Ce qui serait intéressant, encore plus intéressant, c'est qu'on puisse mettre des femmes à des postes où elles ont quand même une chance d'être élues. Parce que choisir des postes pour aux législatives intéressants et où on est à peu près sûr que ces messieurs soient élus, c'est tant mieux, c'est bien. Mais uniquement mettre des femmes sur des postes où effectivement on a beaucoup moins de chances derrière des députés. Donc vous voyez, il y a des fois des jeux comme ça, des tactiques qui sont... c'est mesquin, je vais dire, pardon. Donc j'espère qu'on va évoluer aussi dans ces mentalités. Alors on reste au chapitre politique. Un mot, sur cette autre actualité, cette semaine, certains de vos collègues, une cinquantaine, a reçu des menaces de mort. Ce n'est pas la première fois, depuis 4 ans. On se souvient des permanences vandalisées. Vous avez été élu donc il y a 4 ans. Est-ce que c'est difficile d'exercer son mandat? Est-ce que vous voyez une montée de la violence? Alors vous n'avez pas reçu de courrier, mais j'imagine que la nouvelle a dû vous marquer. C'est frappant. C'est bien évidemment regrettable. Après, c'est une montée de la violence envers les élus, certes, mais je pense que c'est une montée de la violence plus globale. Voilà. C'est vraiment, c'est sociétal. On l'a vu pendant le confinement, des infirmières ont été agressées parce qu'elles travaillaient dans des hôpitaux où il y avait des cas Covid et dans leurs immeubles, les boîtes aux lettres ont été taguées, les portes ont été taguées. On leur demandait de déménager. C'était effrayant. Des pompiers sont agressés quand ils partent en intervention pour éteindre un feu ou pour secourir des personnes. Donc, cette montée de violence, elle est générale. Il va falloir la traiter différemment. Peut-être une des raisons de cette montée de violence, ce sont les réseaux sociaux. On peut se poser la question. Moi, je suis intervenue pour demander la levée. Voilà, lever le débat, en tout cas, sur la levée de l'anonymat, ou si ce n'est pas l'anonymat, en tout cas, ça y ressemble. Le gouvernement ne souhaite pas aller en ce sens et dit qu'aujourd'hui, il faut travailler avec les plateformes pour qu'elles réagissent très rapidement et dès qu'il y a des propos haineux, donnent effectivement aux forces de sécurité l'identité de ces personnes. Je pense qu'on en parle depuis longtemps, mais l'anonymat sur ces réseaux sociaux ou le pseudo-anonymat, c'est quand même un sujet à traiter, à prendre en compte. On le voit bien aussi dans le cadre du harcèlement scolaire, dans le cadre... Voilà, c'est toujours facile. On l'a vu récemment avec l'actualité. Absolument. Alors, on va poursuivre notre tour d'horizon de l'actualité de la semaine avec cette polémique qui fait beaucoup de bruit. Le coup de gueule des médecins libéraux privés de vaccins au profit des pharmaciens. Réaction à Limousin. Le système commençait à fonctionner, mais à peine investis de leur mission de vaccination à leur cabinet, voici les médecins généralistes dépités. Ce médecin a pu vacciner ses 30 premiers patients à risque, mais il vient d'apprendre qu'il n'aura pas ses prochaines doses. Elles sont réservées à son pharmacien. On va
aggraver la pénurie avec ce système-là. Parce que si on vaccine des gens de 50 ans qui ne sont pas malades, on va avoir beaucoup plus de mal à vacciner les gens qui ont 60 ans et qui ont plusieurs maladies. On nous avait dit que ça allait monter en charge, qu'il y aurait de plus en plus de doses, qu'il y aurait de moins en moins de difficultés d'approvisionnement. Puis on s'aperçoit qu'une fois de plus, on gère la pénurie avec les moyens du bord. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Donc on ne sait plus si on est en colère ou si on est désabusé. Enfin bon, on a vraiment l'impression que tout ça est très mal géré. Le feu vert de la Direction générale de la santé aux pharmaciens, sans qu'il y ait eu concertation, n'est pas plus compris par cette officine. Il est difficile effectivement de refuser auprès de la population parce qu'elle ne comprendrait pas, mais en même temps, je milite pour que nos confrères médecins, surtout sur la primo-vaccination, fassent un bilan médical sérieux. Seuls eux sont habilités à le faire et que nous puissions éventuellement, par la suite, nous prendre le relais de la deuxième vaccination. Mais c'est un avis très personnel. Médecins et pharmaciens demandent une seule chose, des doses pour tous. Sophie Panonacle, toujours au registre de la santé, cette question qui se pose dans tous les hôpitaux. Comment se protéger face aux attaques informatiques? Elles ont été nombreuses ces derniers mois dans notre région. Exemple à Bayonne, au centre hospitalier de la Côte Basque. Le centre hospitalier de la Côte Basque est sur le qui-vive après 3 cyberattaques en un mois contre des hôpitaux à Dax, Villefranche-sur-Saône et Oloron-Sainte-Marie. Depuis la crise sanitaire, les établissements de santé sont devenus des cibles privilégiées des cybercriminels qui déploient des rançongiciels, des logiciels malveillants qui cryptent les systèmes informatiques. Pour les déverrouiller, les pirates réclament une rançon. On est devenu une cible qui profite de toutes les failles qu'on peut avoir dans nos systèmes pour rentrer et ensuite soit crypter comme c'est arrivé, soit récupérer des données. On sait bien que les données de nos patients sont devenues des sources de financement. Le service informatique de l'hôpital compte une vingtaine d'agents, dont un depuis 2 ans entièrement dédié à la sécurité des données. Car le risque, c'est aussi la paralysie de l'établissement. Tout ici est informatisé. Téléphone, bloc opératoire et surtout dossiers médicaux des patients. La sécurité va donc être renforcée cette année. On a un projet qui est d'externaliser ces données patients vers un hébergeur agréé de données de santé avec une sécurité beaucoup plus forte à l'extérieur que chez nous. Si jamais nous étions attaqués à l'intérieur, les données patients ne pourraient pas être à ce moment-là touchées. Une recrudescence de ces attaques qui s'explique selon ce spécialiste en cybersécurité qui travaille notamment avec le FBI et l'armée américaine. La cybercriminalité est devenue un business, si je peux m'exprimer ainsi, extrêmement rentable et extrêmement peu risqué. Donc il y a tout un tas d'organisations criminelles en particulier qui ont pivoté leur business model et qui sont passées de la criminalité traditionnelle à la cybercriminalité. Selon une étude américaine, les dégâts causés par la cybercriminalité représenteraient aujourd'hui 1% du PIB mondial. Sophie Panonacle, vous êtes députée de la 8e circonscription de la Gironde, c'est celle du bassin d'Arcachon et vous êtes très engagée au niveau environnemental. Vous faites d'ailleurs partie à l'Assemblée de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Alors le sujet que nous allons aborder tout de suite va vous parler forcément. Un mois après la crue de la Garonne, l'une de nos équipes est retournée voir les sinistrés, notamment dans le secteur de Marmande. Et sur place, vous allez le voir, tout n'est pas encore rentré dans l'ordre. C'était il y a un mois, presque jour pour jour. Marmande, coupée du monde par une Garonne en crue, 10,20 mètres de débord, du jamais vu depuis 40 ans. La crue de février 2021 entre dans l'histoire. Une centaine de Marmandais sera délogée. Daniel, lui, choisit de rester. J'ai presque tout sauvé, à part quelques meubles évidemment. Et j'y suis resté 3 jours à dormir en gros dans le grenier. Il faisait pas très chaud, on survit. Non, mais c'est très dur. Hein. Et même pour manger, heureusement j'avais du pain, des sandwichs, je ne pouvais pas me faire de cuisine, rien. Hein. Aujourd'hui encore, l'homme dort dans sa cuisine, le temps de repeindre les chambres. Térébenthine et huile de lin, l'heure est aussi aux travaux pour Bernard, car l'eau est montée très haut. Voilà, 77 cm. 1981, 1952, ce natif du Cousson a connu toutes les crues. Mais celle-ci l'a surpris par sa soudaineté. Celle-là, elle est peut-être un peu de trop pour moi, quoi. Mais la Garonne, il faut savoir une chose, c'est un fleuve d'altitude. Et pour moi, il y aura des crues plus importantes le jour où il fera très mauvais sur les Pyrénées et sur le Massif central.
Moins d'1 an de mandat pour le premier édile Joël Oclay et déjà une crue centenale à gérer. Le plan communal de sauvegarde a bien fonctionné. Il n'empêche, le maire comme ses administrés ont été surpris par la rapidité de la montée des eaux. Il faut aussi comprendre comment cette crue s'est déroulée. C'est ce que j'ai demandé au Premier ministre, une mission d'information. J'ai écrit en ce sens, je n'ai pas encore de réponse, mais il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette crue, pourquoi elle s'est comportée comme cela, avec un début d'étal vers 9 mètres, 9 mètres 20, et puis une accélération, une reprise de la crue jusqu'à 10 mètres 20. Pour l'heure, la Garonne a retrouvé son lit et Marmande sa tranquillité. Mais anciens ou nouveaux arrivants, tout le monde ici désormais se méfie un peu plus de l'eau qui dort. Alors je le disais avant qu'on regarde ce reportage, vous êtes très engagé au niveau environnemental. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est sensibiliser les Français à la culture du risque. Expliquez-moi. Absolument. C'est une notion extrêmement importante que l'on oublie. De par ce dérèglement climatique, on est effectivement confronté à des événements comme celui de votre reportage, de plus en plus majeurs, naturels majeurs, de plus en plus fréquents et d'une intensité de plus en plus grande. Donc je crois que cette culture du risque, il faut absolument qu'on la développe dans notre pays. Ça veut dire quoi la culture du risque? Ça veut dire informer les habitants de zones dangereuses. Chez nous, en Nouvelle-Aquitaine, nous avons la problématique de l'érosion côtière. Donc l'information est extrêmement importante, sauf que l'information, elle est assez limitée et elle est difficile finalement à transmettre. Donc en plus d'information, il y a l'éducation au risque. Et ça, c'est l'école, si on peut dire, collège et lycée. Il y a d'ailleurs une réglementation dans le Code de l'environnement qui nous dit que cette éducation doit se faire dans ces établissements scolaires. C'est de cette manière qu'on arrivera à faire prendre conscience à la population du développement de ces dangers finalement. Et vous-même, dans votre circonscription, vous êtes concerné? Absolument, par l'érosion côtière. Et justement, quand on parle aux habitants des circonscriptions de risques qui les concernent directement, ils sont plus ouverts, ils entendent et ils prennent plus facilement conscience du danger. Je crois il y a d'autres pays, notamment en Floride, où cette culture du risque est extrêmement présente. À nous, aujourd'hui, à mener ce travail avec des scientifiques qui sont largement capables de faire cette pédagogie finalement. Allez, une note joyeuse pour terminer cette émission. Jeudi, les lycéens célébraient le persan, les 100 jours avant le bac à Bayonne. Malgré les cours à distance, les futurs bacheliers sont descendus dans la rue. Regardez. Comme un petit air de carnaval ce matin à Bayonne pour le persan, fêté malgré tout. C'est 100 jours avant le bac. Et du coup, il y a tous les jeunes qui se déguisent, qui font une quête pour ramasser des sous et après s'amuser le soir. En général, ils vont en boîte de nuit, mais vu qu'elles sont fermées à cause du Covid. Car la crise sanitaire contrarie toutes les habitudes festives des élèves de terminale. Et pire, le déroulement de la scolarité. Ça a été un peu difficile, il y a beaucoup de personnes qui ont décroché, mais là, on essaie de se rattraper. Puis là, on est 100 jours avant le bac, on est tous entre potes. C'est très compliqué pour nous. C'est dur, mais on tient quoi. Ouais, on tient, on essaye de tout faire pour y arriver. Ouais. Voilà. Et vous êtes en présentiel ou comment ça se passe? Oui, on est tous en présentiel maintenant. Tous les terminales, on est en présentiel. Ce jeudi agit comme une soupape de sécurité, vue avec bienveillance par leurs enseignants. Ils soufflent aujourd'hui pour qu'ensuite on puisse repartir sur vraiment la dernière ligne droite. Je pense que le baccalauréat aura lieu dans des conditions à peu près normales. Et pourtant, ils ont eu beaucoup de coupures dans leur enseignement. La quête bon enfant et colorée s'est poursuivie dans le centre-ville et plutôt bien accueillie. Quand on a 20 ans aujourd'hui, c'est compliqué, d'autant plus qu'on leur fait beaucoup porter le fait qu'à 20 ans, ils ne se sentent pas concernés par cette crise. Et c'est complètement faux en fait. C'est juste qu'ils ont un besoin d'exprimer des choses, de vivre. Alors, belle dernière ligne droite, le bac en poche au bout. Et bravo aux inventeurs du distributeur de bisous. Vous me disiez, ça fait du bien de voir ça. Ah oui, ça fait du bien de voir ces visages souriants, cette jeunesse dans la rue. C'est difficile pour eux, cette période extrêmement difficile. C'est la députée, mais c'est la maman aussi qui vous parle. J'ai un fils de 20 ans, donc qui a passé son bac déjà depuis un petit moment. Mais quand même, on a besoin de les retrouver dans la rue. Et il y a une règle, les rassemblements sont interdits, on est d'accord. Ils ont besoin de ça. Et puis qu'ils fassent la fête. Juste, simplement, un message pour eux. Sortez couverts, c'est tout. Merci beaucoup Sophie Panonacle de nous avoir accompagnés ce soir et merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 20h. Le rattrapage, très belle soirée sur Noah.